Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 histoires qui ont été publiées sur Reddit. Des histoires qui témoignent d'expériences traumatisantes pour les personnes qui les ont vécues, qui les ont marquées. Je tiens à préciser ce petit point là parce que dans certains cas, pour certaines histoires, je sais que des personnes seront moins sensibles aux événements qui ont été partagés, donc il faut bien prendre en compte qu'il faut se mettre à la place des personnes qui racontent leurs histoires pour comprendre pourquoi ils ont été traumatisés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram, AkenTV, si vous souhaitez me suivre là-bas, être au courant des nouvelles vidéos et également m'envoyer une histoire qui vous est arrivée à vous. C'est avec plaisir que je lirai votre histoire et si vous le souhaitez, je la partagerai dans une vidéo serait d'horreur des abonnés. J'espère maintenant que vous êtes bien installé. Visiblement, le chat a compris que j'allais commencer à raconter les histoires, donc il est là. Et si maintenant vous êtes prêts, ou j'entends les ronrons, lui il est prêt, laissez-moi vous raconter la première histoire. La première histoire sera le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Becky. Becky nous explique qu'elle était âgée au moment des faits de 31 ans et elle n'a pas eu une vie des plus faciles. Elle a développer une sorte de paranoïa constante parce que dans sa jeunesse elle a déjà été amenée à être suivie, à être stalkée. De plus, elle est complètement addicte à tout ce qui concerne le true crime, donc elle a développé le fait de souvent regarder derrière son épaule et d'être méfiante vis-à-vis du monde qui l'entoure. C'est pour dire, elle a tendance à regarder par la fenêtre, derrière le rideau, dès que quelque chose attire son attention. Si elle voit une lumière ou un bruit, hop, elle fonce vers la fenêtre pour jeter un petit coup d'œil sur ce qu'il se passe. Elle nous explique également, pour contextualiser un peu plus, qu'elle est retournée vivre chez ses parents car elle a dû quitter de manière précipitée une situation assez compliquée. Mais quelle situation, ça nous n'en savons pas beaucoup plus. Elle nous raconte que la maison où elle vit se situe dans un quartier et que à l'époque, quand elle était enfant, elle vivait dans une chambre qui donnait directement sur un champ où il y avait des animaux comme par exemple des chevaux. On leur avait prévenu au moment de l'achat de la maison que ce champ allait probablement dans le futur être transformé en endroit où il y aurait des habitations, mais pendant toute la jeunesse de Becky, il n'y a pas eu ce changement. Et c'est qu'en 2022, que là, les constructions ont commencé à être réalisées. Il y avait déjà quelques maisons qui étaient terminées, donc quelques habitants, pas beaucoup, mais tout ça pour dire que quand elle était jeune et que Becky se changeait, elle se changeait les volets ouverts, parce qu'il n'y avait personne, il n'y avait aucun vis-à-vis, mais en grandissant et au moment où justement l'histoire se passe, et bien là, si elle se changeait volets ouverts, des gens pouvaient l'apercevoir. Elle nous raconte également qu'une installation a été placée à divers endroits de la maison. Ces installations, c'est en fait des lumières qui s'allument quand il y a une détection de mouvement. Ça peut être un peu dérangeant pour Becky parce que la lumière éclaire directement au niveau de sa chambre et en plus de ça, elle reste assez longtemps allumée. Dernier petit détail, Becky explique que juste devant sa maison, il y a une bibliothèque communautaire qui a été installée. C'est-à-dire que les gens du voisinage peuvent déposer des livres à l'intérieur et en récupérer d'autres, comme ça tout le monde peut s'échanger des livres et découvrir de nouvelles œuvres totalement gratuitement. Sauf que là où c'est un peu problématique, c'est que quand quelqu'un de nuit passe devant cette fameuse bibliothèque gratuite, eh bien ça déclenche le système d'allumage de la lumière qui détecte des mouvements et donc ça peut s'allumer assez souvent. Sauf que de nuit, généralement il n'y a pas trop de passage, donc on va dire que ça reste totalement supportable. Becky nous dit que pendant à peu près 2 semaines, elle a remarqué que sa lumière, celle qui se trouvait à côté de sa chambre, s'allumait. Donc que quelqu'un passait probablement devant la maison. C'est quelque chose qui a attiré son attention parce que Becky était quelqu'un qui ne fumait pas mais qui vapotait, donc de temps en temps elle allait à la fenêtre. Elle ne fermait pas ses stores, elle ouvrait sa fenêtre pour vapoter et c'est pendant justement qu'elle vapotait avant de dormir qu'elle remarquait que la lumière était allumée mais elle ne voyait absolument personne. Donc elle trouvait ça assez particulier mais pas d'inquiétude à ce moment-là. En plus, bien que, comme je l'ai dit en début d'histoire, elle a développé une sorte de paranoïa constante. Là, elle se sentait chez elle plutôt en sécurité parce qu'elle vivait avec ses parents. Elle se trouvait
au 2e étage, toutes les issues étaient toujours verrouillées, donc elle ne pense pas immédiatement à un danger, donc elle se rassure et elle commence à se dire que c'est peut-être une voiture qui est passée, peut-être quelqu'un qui promène son chien, ou alors peut-être un animal qui est passé par là. Rien de vraiment flippant en soi. Mais au fur et à mesure du temps, ça commence à déranger Becky parce que ça continue de se produire. La fameuse lumière continue de s'allumer encore et encore, tous les soirs. Donc elle décide à un moment donné de mettre en place une petite stratégie. Stratégie très simple, c'est que dès qu'elle va remarquer que la lumière s'allume, elle va se précipiter pour aller voir ce qui a déclenché le système. Et donc un soir, elle aperçoit, avec sa vision périphérique, que la lumière s'allume. Donc elle se lève, elle était dans sa chambre, elle éteint la télé qu'il y avait et elle essaye d'agir le plus naturellement possible. Elle fait comme si elle allait se coucher alors que son réel but, c'est observer ce qui avait déclenché la lumière. Il était à peu près 3 heures du matin, Becky éteint la lumière et elle va au niveau de sa fenêtre et elle ferme le rideau. Sauf qu'elle est cachée dans l'interstice qu'elle a créé pour observer ce qu'il y avait. Quelques minutes passent, à peu près 5, et elle aperçoit une silhouette très sombre qui sort du coin de sa maison comme si elle s'était cachée. Il n'y a aucun détail particulier vis-à-vis de la silhouette. Becky ne voit pas grand chose, elle a juste l'impression que cette silhouette est entièrement vêtue de noir. Elle se trouve dos à Becky, elle ne fait que regarder cette personne jusqu'au moment où la lumière qui s'était déclenchée s'éteint. Donc maintenant, il n'y a plus d'éclairage, c'est la pénombre de la nuit la plus complète. Mais Becky arrive quand même à discerner quelques formes et elle se rend compte que la silhouette qui était dos à elle, maintenant, se retourne et semble regarder directement dans sa direction, comme si elle était au fait que Becky était là en train de l'observer. Et alors que Becky essaye de comprendre qui est cet individu, elle se rend compte que du côté de la maison d'où cette silhouette était sortie, il y a d'autres silhouettes qui en sortent et qui se placent juste à côté de celle qui était déjà là. Ça lui fait peur, donc elle se précipite sur son téléphone et elle compose le 911. Et alors qu'elle est en ligne avec un opérateur, elle remarque que toutes les silhouettes prennent la fuite. L'opérateur a dit qu'il allait envoyer une patrouille, mais que, au vu de la situation et des informations qu'il a, il ne peut pas faire grand chose. Les parents de Becky, eux, étaient en train de dormir, donc elle a attendu le lendemain pour leur parler de ce qu'elle avait vu pendant la nuit et qui l'avait fortement apeurée. La rencontre qu'elle a réalisée pendant la nuit n'était pas un incident isolé. Et ses parents, dans un premier temps, ne la croient pas vraiment. Ils pensent que peut-être Becky avait un peu bu, qu'elle était fatiguée. En plus de ça, ce qu'elle a vu, c'était à une heure tardive de la nuit, donc peut-être que ce qu'elle a vu, c'est simplement des personnes qui regardaient la fameuse bibliothèque gratuite qui était dans la rue. Un peu plus tard, le père a dit à Becky qu'il y avait eu des signalements, un certain nombre de signalements même, qui indiquaient que certaines voitures dans le voisinage s'étaient faites cambrioler. Des personnes avaient réussi à s'introduire dedans. Et Becky se dit que peut-être justement ces signalements sont liés à ce qu'elle a vécu, parce que sa voiture à elle était garée de son côté de la maison, c'est-à-dire que elle pouvait presque voir sa voiture quand elle regardait par la fenêtre. Et donc elle se dit que peut-être ces individus ne voulaient pas s'en prendre à elle directement ou cambrioler la maison, mais en fait ils souhaitaient juste cambrioler la voiture. Finalement, le père de famille aussi se dit qu'il vaut mieux jouer la carte de la prudence plutôt que la carte de il ne se passe rien. Donc ce qu'il a décidé de faire, en accord évidemment avec Becky, c'est d'installer une caméra sur le côté de la maison où se trouve la fameuse fenêtre où Becky a vu les individus, pour justement essayer de voir si jamais ces personnes reviennent une nuit ou pas, et en savoir plus sur leur identité afin de les mettre hors d'état de nuire si jamais ils ont de mauvaises intentions. C'est là que le témoignage de Becky se termine. On peut comprendre que ça fasse peur quand on le vit, parce qu'on voit des personnes rôder autour d'un lieu qui nous est intime, qui nous rassure, et on se dit que ce lieu, ce sanctuaire en quelque sorte pour nous, peut être mis en danger, car on ne sait pas vraiment, et même Becky n'en a pas vraiment idée,
de ce que sont les intentions de ces individus, qui les sont peut-être simplement des passants qui trouvaient la maison jolie, ou alors des personnes qui effectivement voulaient s'introduire dans sa voiture, ou peut-être même s'introduire dans la maison, ou peut-être qu'ils avaient décidé de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire cambrioler une maison. On ne sait pas, et c'est justement le fait de ne pas savoir qui rajoute un élément stressant et qui nous empêche de rationaliser sur la situation. Quelles étaient réellement les intentions de ces individus? On ne peut pas le dire, car même les personnes ayant vécu cette histoire ne le savent pas. Donc nous-mêmes en tant que spectateurs, si on peut dire ça comme ça, il est très difficile de s'imaginer quoi que ce soit. Dans cette seconde histoire, je vais vous partager le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Scarlett. Scarlett était âgée de 21 ans. Elle avait planifié son premier road trip autour du monde. Ces voyages se sont plutôt bien passés, elle a pu avoir de magnifiques souvenirs jusqu'au moment où elle est arrivée en Thaïlande. Elle qui pensait, comme dans les autres pays, se faire plein de souvenirs, découvrir de beaux paysages, eh bien elle nous dit que la première nuit qu'elle a passée sur place, elle a failli se faire kidnapper. Pour fêter son arrivée en Thaïlande, elle allait prendre quelques bières dans un bar et ensuite elle s'est dit qu'elle allait aller en boîte de nuit. Elle passait un très bon moment, elle s'amusait, elle dansait, elle rencontrait de nouvelles personnes et elle nous dit que dans ce club-là, elle n'a que très peu bu. Mais à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle était bien plus ivre qu'elle n'était censée l'être. Elle a par exemple bu un verre d'alcool et ensuite elle n'a bu que du jus d'orange, donc elle n'était pas censée ne pas se sentir dans son état normal aussi rapidement. Donc, ne se sentant vraiment pas bien, Scarlett est allée aux toilettes. Et aux toilettes, elle a vomi. Elle se sentait extrêmement mal. Et en sortant des toilettes, après s'être mis un peu d'eau sur le visage, quelqu'un, un homme, qu'elle ne connaissait pas, lui a attrapé le bras. Scarlett lui a demandé ce qu'il faisait et l'homme lui a simplement dit qu'il souhaitait l'aider à descendre les escaliers. Sauf que l'homme ne l'a pas lâché une fois les fameux escaliers descendus. Il faut bien se remettre en tête que à ce moment-là, Scarlett n'est pas du tout en pleine possession de ses moyens. Elle est facilement manipulable, pas psychologiquement, mais physiquement. Elle est à bout de force, elle se sent extrêmement mal, et donc cet homme en profite pour faire sortir Scarlett de la boîte. Il l'emmène ensuite sur la route, puis dans une ruelle, et là, il la met de force dans sa voiture. Pour Scarlett, il y avait comme une sorte de blackout. Elle a repris vraiment conscience dans la voiture, elle ne savait pas ce qu'elle faisait là, comment même elle s'était retrouvée dans cette situation. En plus, elle nous dit qu'elle est plutôt petite, qu'elle est également plutôt chétive, et donc on peut facilement, selon ce qu'elle dit, avoir une emprise physique sur elle. L'homme a commencé à prendre la route. Scarlett, elle, n'arrêtait pas de lui dire qu'elle n'avait pas envie d'être conduite quelque part, elle lui disait constamment non. Et lui n'arrêtait pas de répondre « T'en fais pas, je t'emmène dans un endroit où tu seras en sécurité. » Mais il le dit d'une manière qui ne rassure, comme vous pouvez vous en douter, absolument pas Scarlett. Et elle se rend compte que l'homme en fait se dirige à l'extérieur de la ville où elle se trouvait. Donc, elle décide de jouer le tout pour le tout. Elle lui dit qu'elle est malade et que si il ne s'arrête pas et qu'il ne la laisse pas partir, elle vomirait partout sur lui et dans sa voiture. Et ce détail-là, c'est quelque chose qui a semblé pas mal interloquer le conducteur. Donc là, il s'est arrêté. Et à la seconde où il a arrêté le véhicule, Scarlett a ouvert la portière et elle s'est précipitée loin de la voiture aussi rapidement qu'elle le pouvait, alors qu'elle était pas bien du tout. Et là, Scarlett a eu de la chance. En courant, elle est tombée devant un taxi-moto. Donc, ce taxi-moto, voyant une jeune femme courir, s'est dit « Est-ce que vous voulez que je vous emmène quelque part ?» Et Scarlett lui a dit oui. Elle a donné l'adresse de son hôtel et elle y a été ramenée. La dernière chose qu'elle a vue en prenant la route, c'est l'individu qui avait clairement essayé de la kidnapper courir après le taxi-moto, mais la moto a pu lui mettre une distance plutôt facilement. Une fois arrivée à l'hôtel, en sécurité, la Scarlett a pu faire un peu redescendre la pression et elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une erreur. Une erreur dans le sens où elle est allée en boîte de nuit seule, elle ne faisait pas attention à ses consommations et malheureusement dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose qui peut être dangereux pour les femmes car des personnes mal intentionnées rôdent dans les lieux
où il y a du monde, où ils peuvent se mêler à la foule pour justement mettre des choses dans leur verre et ensuite leur faire du mal. Je pense que dans le cas de Scarlett, dans son histoire, la personne qui a essayé de l'enlever l'avait vue, avait probablement remarqué qu'elle était seule, qu'elle parlait un peu avec tout le monde, et il a dû profiter d'un moment d'inattention pour mettre quelque chose dans son verre, quoi on ne sait pas, et ensuite il a attendu que ce qu'il a mis fasse effet pour la retrouver aux toilettes, et ensuite la kidnapper. Cette expérience a servi de leçon, malheureusement pour Scarlett, car elle se dit qu'elle ne doit pas se rendre dans ce genre de lieu seule et qu'elle doit faire beaucoup plus attention parce que certes dans les événements qu'elle raconte elle s'en est sortie, mais peut-être que si ça s'était produit dans d'autres circonstances, la fin aurait pu être des plus dramatiques. Dans cette troisième histoire, je vais vous présenter le témoignage d'Oliver. Oliver nous dit que son histoire prend place un vendredi soir où il s'était mis au lit assez tôt parce qu'il devait travailler le samedi. Il a lu un petit peu au lit pendant quelques moments histoire de trouver le sommeil. Et il a commencé à retrouver les bras de Morphée vers 22h30. Mais une heure après, il s'est réveillé. Il entendait des cris, des insultes. Mais lui était dans sa chambre donc il ne comprenait pas du tout d'où tout cela venait. D'abord il se dit que c'est sa petite amie qui a regardé quelque chose à la télévision et qu'elle avait mis le son un peu trop fort. Il s'est donc rendu directement dans la pièce à vivre où il y avait la télévision et il allait lui dire de baisser un peu le son, sauf que la télévision était éteinte. Et sa petite amie, elle, était en train de regarder la porte d'entrée de l'appartement avec des yeux apeurés. Pour contextualiser rapidement, l'appartement de Oliver et de sa petite amie se trouve dans un immeuble et il est au rez-de-chaussée. Donc, s'il sort de l'appartement, il se retrouve directement dans le hall d'entrée en soi. Et justement, en observant cette scène, Oliver se rend compte que les voix qu'il entendait viennent de l'extérieur, justement de ce fameux hall d'entrée. Il ne comprenait pas vraiment ce qu'il se disait. Évidemment, Oliver se réveillait, donc il était encore dans une phase de demi-sommeil, il n'avait pas les idées claires, mais il arrivait à entendre quand même qu'il y avait des insultes, donc il pense à peut-être une dispute dans un couple qui est un peu trop agressive, mais en reprenant ses esprits au fur et à mesure du temps, Oliver arrive à faire des distinctions. Il se rend compte qu'en fait, toutes les voix sont des voix d'hommes et que ces hommes parlent d'une manière extrêmement agressive. Il faut savoir que généralement le voisinage s'entend plutôt bien dans l'immeuble. Ils ont même un groupe sur WhatsApp où ils peuvent s'échanger des messages vis-à-vis de l'actualité de l'immeuble, s'il y a des travaux, s'il y a un problème ou quoi que ce soit. Et en ouvrant WhatsApp, Oliver voit à sa plus grande horreur que ses voisins ont dit sur le groupe WhatsApp qu'il y avait des hommes armés dans l'immeuble. Et chacun conseille les autres voisins de ne quitter leur appartement sous aucun prétexte. Oliver est apeuré mais pas nécessairement surpris parce qu'il nous dit que le pays où il vit et précisément la ville où il vit ont un fort taux de criminalité et c'est connu que parfois des hommes armés rentrent dans des immeubles où il y a des appartements pour cambrioler différents appartements en même temps. Oliver était donc au courant que ça pouvait arriver malheureusement, mais il se disait un peu comme on peut tous se dire, ça n'arrive qu'aux autres. Pourquoi ça m'arriverait à moi? C'est impossible. Autre élément qui fait assez peur à Oliver, c'est qu'il est au rez-de-chaussée, donc pour lui, il va être la première victime de ce groupe d'hommes. Pour lui, la situation va être très claire, ils vont défoncer sa porte et le cambrioler. Son chien se met à aboyer, Oliver veut faire le moindre possible, donc il lui dit d'arrêter, et heureusement le chien obéit. Alors qu'il cherche à faire quelque chose, il réfléchit peut-être à barricader la porte d'entrée, ce genre de choses, il entend dans l'appartement d'au-dessus qu'il y a énormément de bruit. Donc, un peu curieux, il va sur sa terrasse pour essayer de voir s'il aperçoit quelque chose. Il voit pas grand chose, mais il entend surtout des sons, comme si un gros meuble était renversé sur le sol. Il entend des femmes, des enfants, hurler de terreur. Il ne sait pas ce qu'il se passe à l'étage, mais il se dit que si jamais ces individus avaient l'intention de voler les appartements, lui, ça aurait été fait depuis un moment. Donc Oliver veut jouer absolument la carte de la sécurité. Il se dit que peut-être ces individus finiront par son appartement et ensuite partiront. Donc, pour s'assurer de sa sécurité, mais aussi celle de son chien et de sa petite amie, il se cache non pas dans l'appartement, mais dans un petit local qu'il y a sur la terrasse. Le temps passe, 10 minutes, mais
10 minutes qui ont semblé durer 5 heures. Et au bout de ces 10 minutes, Oliver a entendu comme le crissement de pneus, laissant penser que ces individus partaient. Oliver avait son téléphone avec lui et il a ouvert la conversation WhatsApp, il cherchait à s'informer et il a vu quelqu'un qui a dit que la police était arrivée. Tout de suite, il y a un énorme soulagement. Oliver et sa petite amie sortent de leur cachette et il est sorti de son appartement pour retrouver les agents de police. Dans le hall d'entrée, il y avait un carnage. Il y avait une sorte d'agent de sécurité de l'immeuble qui ne pouvait rien faire face à ces hommes armés, qui parlait avec un des locataires de l'immeuble, mais cet homme, lui, avait une énorme entaille sur le visage, il était en sang. Cet homme a été pris en charge par une ambulance et des heures ont ensuite passé, des heures qui ont permis d'expliquer ce qu'il s'était en fait passé ce fameux soir. Il se trouve que l'homme qu'Oliver a vu, celui qui avait une grosse entaille, était le locataire de l'appartement qui se trouvait au-dessus de celui d'Oliver. Le fameux appartement où il y a eu beaucoup de cris et beaucoup de meubles qui semblaient être renversés sur le sol. Cet homme était un chef d'entreprise et pour une raison qui est inconnue, il cachait une somme d'argent assez conséquente en liquide dans son appartement. Quelqu'un parmi le groupe d'hommes avait dû l'apprendre et donc ce cambriolage avait été organisé par les individus. Concrètement, le vendredi soir, quand l'homme, le chef d'entreprise, était rentré chez lui, 8 individus l'ont suivi dans le garage de l'immeuble et une fois qu'il est sorti de son véhicule, ils l'ont malmené, presque torturé, pour qu'il révèle où se trouvait l'argent. L'agent de sécurité qui était dans le hall, lui, a été pris par surprise, car il pouvait potentiellement agir si les personnes arrivaient de l'extérieur de l'immeuble par la porte d'entrée, mais en arrivant par le garage, donc directement de l'intérieur. Là, il a été pris par surprise, donc il a directement été mis hors service, c'est-à-dire qu'il a été attaché pour qu'il ne puisse pas intervenir. Ensuite, une partie du groupe d'hommes est montée dans l'appartement de l'étage, il a été cambriolé, et ils sont partis. C'est là que le témoignage d'Oliver se termine, une expérience qui est traumatisante, je trouve. Je pense que vous aussi, vous serez assez choqués par ce genre d'histoire. Il ne me semble pas avoir déjà raconté une histoire similaire sur la chaîne, avoir ce genre d'intrusion avec des hommes armés qui ont cet objectif de trouver de l'argent. On ne peut être que heureux que Oliver, sa petite amie et leur chien n'ont pas été blessés, que leur appartement n'ait pas été cambriolé. On peut espérer aussi que la personne qui a subi une entaille au visage se remette. Après, on ne connaît évidemment pas tous les tenants et les aboutissants de cette histoire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment ces individus savaient que le chef d'entreprise cachait de l'argent chez lui. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas quelle est la ville où se passe cette histoire, mais je n'ai clairement pas envie d'y habiter. Dans cette 4e histoire, je vais vous partager ce qu'a raconté Felicity. Elle est âgée de 30 ans au moment où elle raconte son histoire, mais au moment des faits, elle était âgée de 15 ans. Elle nous dit qu'elle vivait dans un quartier à cette époque-là et que pendant cette période, elle avait pour habitude de se promener souvent dans son quartier en écoutant de la musique sur son lecteur MP3. Dans ce quartier, il y avait un jeune homme à peu près du même âge qu'elle qui vivait à peu près 5 maisons de là où se trouvait celle de Felicity. Et avec le commérage de voisinage, Felicity a appris que ce jeune homme était scolarisé à la maison et qu'il avait fait déjà quelques allers-retours en prison à cause de problèmes de colère. À chaque fois que Felicity se promenait dehors, lui aussi se trouvait à l'extérieur et des fois il se mettait même à la suivre. Et quand ce genre de situation arrivait, Felicity baissait la musique sur son lecteur MP3 pour être au fait de ce qui pourrait se passer. Et au fur et à mesure du temps où Felicity remarquait que ce jeune homme la suivait, elle s'est rendue compte également qu'il commençait à se rapprocher d'elle. C'est-à-dire qu'au début, il gardait peut-être une quinzaine de mètres entre lui et Felicity, après c'était 10 mètres, 5 mètres, et à un moment donné, il a commencé à se retrouver vraiment juste derrière elle. Et justement, à un moment donné, il s'est retrouvé si près d'elle qu'il lui a parlé. Il n'a pas cherché à faire connaissance. Il a dit qu'il allait lui faire du mal, qu'il allait abuser d'elle, qu'elle allait souffrir. Des choses si horribles que Felicity a pris la fuite. Une fois arrivée chez elle, elle a tout raconté à sa grande sœur, qui était presque comme une deuxième maman parce que ses parents n'étaient pas souvent à la maison, et sa sœur ne l'a pas cru. Elle a dit qu'elle mentait, qu'elle inventait des histoires, et donc n'étant pas prise au sérieux et ayant peur de retrouver de nouveau cet homme qui la suit, Felicity a décidé d'arrêter de faire ses fameuses promenades pendant un moment. Mais à un moment donné, sachant qu'elle était quand même habituée à sortir, elle a ressenti ce besoin d'air frais, de faire un peu d'exercice, de se dégourdir les jambes. Elle n'avait pas oublié la situation, mais elle s'était dit que peut-être ça allait changer, sachant qu'il y a quand même 2 mois qui se sont passés entre le moment où ce jeune homme lui a dit
des choses affreuses est le moment où elle s'est dit qu'elle allait ressortir. Mais non, quand elle est ressortie, le jeune homme était toujours dehors. Il s'est remis à la suivre et il lui a redit des choses effroyables. Elle, plutôt que de baisser sa musique, cette fois-ci, elle a monté le son pour vraiment ne rien entendre de ce que ce jeune homme pouvait lui dire. Il ne s'est rien passé de plus, donc Felicity s'est dit que peut-être c'était ça la solution, l'ignorer. Donc plusieurs jours, elle l'ignorait, le jeune homme venait toujours lui parler, mais elle ne le calculait pas du tout. Mais à un moment donné, il est probable que le fait de l'ignorer, ça n'a fait qu'aggraver les choses. Parce qu'un jour, ce jeune homme lui a attrapé le bras, la serrant très fort au niveau du poignet, l'empêchant clairement de s'enfuir, et après il lui a saisi la nuque. Le jeune homme lui a dit qu'il ne fallait pas l'ignorer car ça avait tendance à le faire sortir de ses gonds. Après ça, Felicity a été relâchée, elle a refui vers chez elle et de nouveau elle a voulu tout raconter à sa sœur. Sa sœur ne l'a pas cru, encore une fois, et donc Felicity a décidé encore une fois de se barricader dans sa maison, de ne pas ressortir. 2 semaines après, Felicity dormait et elle a été réveillée par des bruits très forts sur son mur. Elle nous explique que sa maison était en fait entourée de garages. Il y avait un garage d'un côté, un garage de l'autre, et sa chambre était à côté d'un des garages. Et ce fameux garage qui était à côté de sa chambre était un garage qui n'était pas fini d'être construit. Il était donc totalement accessible de l'extérieur de la maison. Et à ce moment-là, Felicity est seule chez elle. Sa sœur est partie, elle fait une sortie en ville et son père est sourd et il est alité. Donc en soi, la seule personne qui peut intervenir, c'est Felicity elle-même. Ce qu'a fait Felicity, c'est qu'elle s'est levée, elle s'est précipitée vers une porte dans sa chambre qui menait vers l'extérieur. Donc elle l'a verrouillée. Comme ça, personne ne pouvait accéder de l'extérieur de la maison à sa chambre. Et pris de peur, elle s'est ensuite allongée sur le sol, entendant toujours les coups qui tapaient très fort sur le mur. Et elle a attendu que ça s'arrête, sauf que ça ne s'est jamais arrêté. Elle a donc décidé d'appeler sa cousine et son petit ami qui vivaient dans la même rue qu'elle. Tout de suite, le petit ami de la cousine s'est précipité dans sa voiture pour aller rejoindre Felicity chez elle. Il a garé sa voiture dans la cour et Felicity était au courant qu'il était là parce que les phares de la voiture éclairaient la pièce. Et dès que la voiture s'est garée, elle a vu le jeune homme qui l'a traumatisé, qui l'a tourmenté, s'enfuir en courant avec dans sa main un couteau. Le petit copain de la cousine l'a vu et l'a poursuivi et Felicity, elle, a appelé la police. La police est venue, ils ont pris la déclaration de Felicity, mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire parce que visiblement ce jeune homme, étant entré juste dans le garage sans autorisation, il n'avait rien fait d'autre. Donc pour eux, il n'y avait rien à faire, alors qu'il avait quand même un couteau dans la main, ce qui en dit long sur ses intentions. Finalement, Felicity a décidé de mettre un terme à ses balades. Elle n'est plus jamais ressortie se promener dans ce quartier. Felicity a déménagé de ce quartier, peut-être 2 ans après les événements, ce qui a fortement joué sur le fait de se sentir en sécurité. Elle a pu reprendre des balades alors qu'elle avait complètement arrêté dans l'ancien quartier. Mais encore des questions demeurent. Comment le jeune homme savait sur quel mur cogner pour réveiller Felicity? Comment il savait qu'elle était là? Comment savait-il que la sœur n'était pas là, que le père était alité? Qu'est-ce qu'il se serait passé si elle était sortie de la maison sans appeler sa cousine? Plein de questions qui sont sans réponse et d'un côté, il vaut peut-être mieux ne pas connaître la réponse à certains mystères pour ne pas aggraver la peur qu'une situation nous a fait ressentir. Dans cette 5e et dernière histoire, nous allons voir le témoignage de quelqu'un que nous allons appeler Laurel. Laurel nous dit que c'est une femme qui vient d'Amérique du Sud, mais qui vit aux États-Unis depuis 11 ans maintenant. La première fois qu'elle a déménagé aux États-Unis, c'était dans le Colorado alors qu'elle était âgée de 21 ans. Elle avait été recrutée via un programme d'échange d'étudiants, un truc type Erasmus, ce genre de choses. Et donc, elle devait aller aux États-Unis, travailler et voyager pendant les vacances d'été. Elle n'avait, de par la vie qu'elle avait eue, jamais vu de neige de sa vie, donc elle était très excitée à l'idée d'en voir pour la première fois. Elle travaillait dans un hôtel plutôt populaire de la ville de Frisco, qui se trouvait lui non loin de l'auberge où elle, Laurel, résidait.
Elle ne savait pas vraiment quel travail elle allait être amenée à faire à l'hôtel, elle présumait qu'elle allait faire un peu de tout, mais quoi qu'il en soit, elle allait le découvrir au moment où elle allait commencer à travailler. Elle avait rendez-vous à une certaine date et une certaine heure pour rencontrer le propriétaire de l'hôtel, un homme qui avait probablement la quarantaine. Donc le jour J, Laurel s'est rendue à l'hôtel, son nouveau lieu de travail. Elle a essayé de se vendre un petit peu, disant qu'elle était ravie de travailler dans cet hôtel, et l'homme en face d'elle, le propriétaire, n'a pas répondu, mais il la regardait un peu de haut en bas, comme s'il l'analysait. Ça a créé un petit malaise chez Laurel, mais ce malaise a été dissipé quand l'homme a pris la parole et a dit qu'il allait lui faire une visite. Il a montré le restaurant de l'hôtel, et c'est là qu'il a dit que Laurel allait travailler. Elle allait être en fait hôtesse, et donc elle devrait par exemple livrer les commandes du service d'étage. Et c'est quelque chose qui a mis un peu mal à l'aise Laurel, parce qu'elle ne parlait pas très bien l'anglais, donc elle n'était pas sûre que ce soit la meilleure des idées que de la mettre en contact avec de la clientèle. Mais le patron a insisté, et donc l'embauche de Laurel s'est concrétisée. Elle nous dit que l'hôtel ne se trouve pas très loin d'une station de ski, qu'il y avait donc des clients du monde entier, alors le langage principal c'était l'anglais, chose qui perturbait un petit peu Laurel. On peut le comprendre quand on ne maîtrise pas une langue, se retrouver dans un milieu qui est complètement dans cette langue-là. Alors d'un côté, ça reste quelque chose de très difficile, mais d'un autre côté, c'est l'un des meilleurs moyens pour apprendre la fameuse langue. Quoi qu'il en soit, au début, c'était difficile. Laurel comprenait mal les commandes des clients, donc il y a eu pas mal de problèmes de commandes et les propriétaires étaient très mécontents vis-à-vis de tout ça. Et il se trouve que le propriétaire de l'hôtel n'était pas désagréable qu'avec Laurel, il l'était aussi avec une de ses collègues qui est devenue également une amie, qui était un peu dans la même situation qu'elle, c'est-à-dire qu'elle ne venait pas des États-Unis, mais à l'inverse de Laurel, elle avait un anglais parfait et il n'avait rien à lui reprocher en soi, mais il la reprenait sur plein de choses et il la reprenait de manière assez violente. Il lui jetait par exemple une serviette sur le visage et lui disait d'arrêter d'être inutile. En gros, le patron de l'hôtel se servait de tous les prétextes qu'il pouvait pour rendre la tâche difficile à Laurel et l'autre collègue. Il faisait aussi des allusions en disant qu'un Américain comme lui ne serait pas aussi lent, aussi inefficace, mais à un moment donné, une nuit où c'était assez calme dans l'hôtel, là il s'est excusé de son comportement et il a offert des boissons au bar aux deux jeunes filles, à Laurel et son amie qui était une collègue. Et étonnamment, ou pas d'ailleurs, le patron a eu là un comportement déplacé. Il commençait non plus à parler du travail en lui-même, il commençait à parler de l'apparence de Laurel, à essayer de placer sa main sur sa jambe, chose qui a créé un énorme malaise chez Laurel. C'est une évidence. Donc après cette fameuse soirée, elle essayait constamment de ne pas se retrouver seule dans la même pièce que lui. Elle essayait même, c'est pour dire à quel point ces événements l'ont marqué, de ne pas croiser son regard. On arrive donc au soir du Nouvel An. À ce moment-là, il y a eu un énorme incident dans l'auberge où résidait Laurel. Effectivement, une des personnes résidant à l'auberge avait abusé fortement de substances et il s'était mis à poursuivre quiconque traversait l'auberge avec une arme à feu. Il criait des insultes, il lançait des menaces de mort, et donc il a été certes arrêté par la police, mais sans surprise, beaucoup de personnes qui résident dans cette auberge ne s'y sentaient plus vraiment en sécurité. Donc, en entendant cette histoire, le patron de l'hôtel où travaillait Laurel est venu lui parler pour demander si ça allait, et au vu des circonstances, il lui a proposé de résider dans l'hôtel pendant 2 semaines, le temps que Laurel trouve un nouvel endroit où loger, un endroit où elle se sent bien et où elle est rassurée, parce qu'elle faisait partie de ce groupe de gens qui ne se sentaient pas vraiment en sécurité dans l'auberge. Elle trouve que c'est une offre très généreuse, en plus l'hôtel est souvent bondé, donc elle se dit que c'est vraiment gentil d'un côté de lui proposer une chambre, de perdre en soi de l'argent de clientèle au profit de quelqu'un qui y travaille. Donc elle a accepté l'offre, elle a emménagé dans une chambre de l'hôtel, elle était très contente parce que à l'auberge, elle n'avait aucune intimité. Elle partageait sa chambre avec d'autres personnes, donc là elle était des plus heureuses d'avoir enfin une chambre pour elle et son intimité. Elle était contente parce qu'elle pouvait se lever un peu plus tard, se reposer un peu plus, sachant qu'elle vivait clairement sur son lieu de travail. Mais un soir, dans la semaine où elle a emménagé, elle était épuisée. Elle a fait tout ce qu'elle avait à faire et elle est retournée dans sa chambre à peu près
2 heures du matin, elle s'est limite pas mise en pyjama, limite elle ne s'est pas préparée pour aller dormir, tellement fatiguée, elle s'est juste installée sur le lit pour dormir. Et à un moment donné, elle a été réveillée. Pas par un son, mais plutôt par quelque chose qui l'a dérangée. Et cette chose qui l'a dérangée, c'était de la lumière. Elle a donc ouvert les yeux, un peu endormie, et elle s'est rendue compte que la porte de sa chambre était ouverte. Elle pouvait voir les lumières du couloir qui éclairaient sa chambre. Et devant le lit se trouvait une silhouette d'un homme de grande taille. Bien qu'endormie, elle en est sûre, c'est bien un homme. Et elle entend ensuite un bruit métallique, et c'est en se concentrant un petit peu qu'elle constate qu'en fait, l'homme était en train d'enlever sa ceinture. Tout de suite, Laurel a crié. L'homme s'est enfui en courant, et le lendemain, Laurel a demandé à ses collègues et à la direction si quelqu'un est allé dans sa chambre parce qu'elle en est sûre, elle ne sait pas qui, mais quelqu'un s'est introduit dans sa chambre. Tout le monde a dit qu'elle rêvait, probablement sachant qu'elle était épuisée, ou que peut-être une femme de ménage ou un homme de ménage s'était trompé de chambre. Et ça, c'est quelque chose qui dans la tête de Laurel ne colle pas. Quelqu'un qui fait l'entretien ne va pas faire le ménage à 2 heures du matin et ne se trompe pas de chambre. Et il y a une personne qui a totalement changé son comportement à la suite de cette nuit-là. Cette personne, c'est le propriétaire de l'hôtel. Il a eu plusieurs comportements étranges, rappelez-vous. D'abord, il parlait de manière colérique à Laurel. Après, il a essayé de se montrer plus sympathique. Mais là, il faisait comme si elle n'existait pas. Et ça, d'un côté, c'est quelque chose qui soulage beaucoup Laurel parce que vu qu'elle se sentait mal à l'aise avec lui, avoir moins de contact pour elle, c'est un bonheur. Le temps a passé, elle a déménagé, elle a même réussi à trouver un nouvel emploi. Et à un moment donné, alors qu'elle lisait un journal local, elle est tombée sur un visage qu'elle avait oublié. Le propriétaire de l'hôtel. Il se trouve qu'il avait été arrêté parce qu'il avait fait boire 2 clientes du bar de l'hôtel et il s'était infiltré dans leur chambre quand ces 2 femmes s'étaient endormies. Les femmes, comme à l'instar de Laurel, se sont réveillées et elles ont vu le propriétaire dans la chambre et elles l'ont formellement reconnu, chose que Laurel, elle, n'avait pas réussi à faire. Et elles ont crié pensant que cet homme allait en fait les assassiner et ils ont appelé la police. Est-ce que c'était vraiment le propriétaire dans la chambre de Laurel? Elle n'en a pas une certitude absolue parce qu'elle n'a pas vraiment réussi à le voir, mais elle en est sûre à 99%, surtout avec la raison pour laquelle il a été arrêté plus tard. La grande question pour Laurel, c'est qu'est-ce qu'il voulait lui faire? Est-ce qu'il comptait juste la regarder dormir? Mais l'autre chose qui lui a fait froid dans le dos, c'est qu'elle s'est couchée plusieurs fois, totalement épuisée. Donc elle se demande si ce propriétaire s'est introduit à d'autres occasions dans sa chambre. Elle préfère, c'est ce qu'elle dit, ne pas le savoir et passer clairement à autre chose. C'est là que son témoignage se termine. Alors, est-ce que ce propriétaire ne faisait que regarder? Moi, le détail qui me fait un peu tilter, c'est le fait qu'il ait enlevé sa ceinture. Je pense qu'en fait, son ambition malsaine finale était d'abuser de Laurel. Et peut-être que oui, il est rentré plusieurs fois dans la chambre de celle-ci pour voir la sensibilité de Laurel quand elle dort, c'est-à-dire est-ce qu'elle se réveille facilement s'il y a du bruit, de la lumière, et quand il a la confirmation du type de sommeil qu'a Laurel, si elle a un sommeil lourd ou pas, etc. Là, il va s'en prendre à elle. Lui faire quoi? Je ne sais pas. Pour moi, c'est vraiment le truc de déboutonner sa ceinture qui me fait tilter sur une situation d'abus. Après, peut-être que ça peut être pire et qu'il comptait la tuer, etc. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est difficile à dire. J'ai tendance, avec les threads et tout, à penser un peu au pire directement. Peut-être que je me trompe, peut-être pas. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà les amis, on en a fini pour ces 5 histoires qui viennent de Reddit. J'espère que vous avez passé un bon moment, que ces histoires vous ont créé des frissons. De mon côté, j'espère que j'ai réussi à rendre hommage aux histoires qui ont été partagées sur Reddit, que je les ai bien racontées, que pour vous j'ai réussi à bien vous mettre dans l'ambiance, enfin que Marion, du coup, a bien réussi à vous mettre dans l'ambiance. Marion la monteuse. Effectivement, c'est elle qui s'occupe du montage de cette vidéo, donc n'hésitez pas à dire vous ce que vous en pensez, si vous appréciez, j'espère que vous apprécierez. En tout cas, merci à toi Marion pour le travail que tu as fait sur la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, AkenTV, pour me suivre là-bas, me raconter votre histoire. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!